Commencer à présenter Patrick Artus. Voilà. Alors je suis heureux d'accueillir Patrick Artus au sein de notre cercle. Patrick Artus, directeur des études et de la recherche de Natixis. Il est surtout connu dans le grand public pour ses chroniques régulières, ses participations à de nombreux débats organisés par BFM par exemple, par les ouvrages aussi qu'il a rédigés avec Marie-Paul Virard. Cher Patrick Artus, aujourd'hui, après un an de présidence de la République de Emmanuel Macron, nous aimerions que tu te livres une sorte de bilan de l'action de celui-ci, et ceci dans deux domaines. La politique économique et sociale qu'il mène dans notre pays, d'une part, l'Europe d'autre part. En ce qui concerne la politique économique et sociale en France, j'avoue que l'on a quelque mal à s'y retrouver. Comment la qualifier ? Il a fait naître beaucoup d'espoir, d'autant plus que son action a été facilitée par une conjoncture économique favorable et meilleure que dans le passé, mais l'on a du mal à en discerner la ligne et à en juger les conséquences parmi les nombreuses initiatives qu'il prend ou fait prendre par son équipe, compte tenu des multiples réactions dans la population que celle-ci provoque. En ce qui concerne son action dans le domaine de l'Europe, elle a suscité aussi beaucoup d'espoir chez certains de nos membres. En particulier, elle a coïncidé avec les orientations préconisées par un groupe de travail de notre cercle constitué autour de ce sujet. Donc ce ne sont pas tant les orientations de cette action que les possibilités de les mettre en œuvre dans la conjoncture si complexe et troublée, chahutée que l'Europe connaît aujourd'hui qui nous préoccupent. Voilà deux axes majeurs de nos préoccupations que je sais. Bien, merci tous les deux, merci Jean-Pierre pour cette introduction. Bonsoir. Donc, on m'a dit que pour traiter ce sujet, je disposais de 6 heures de votre temps, donc je vais pouvoir rentrer dans beaucoup de détails. Donc, je voudrais peut-être introduire le débat ce soir, donc sur les, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, le macronisme, les politiques économiques de la France, en 4 points. L'intérêt de la configuration, c'est que vous êtes peu nombreux, donc si à n'importe quel moment, si vous avez un besoin d'éclaircissement, si vous êtes violemment pas d'accord, donc dites-le, on est là pour débattre. Donc je voulais faire 4 points, et donc tant que vous ne m'arrêtez pas, je continuerai. Le premier point, c'est pour essayer de dire ce que me semble être aujourd'hui les problèmes centraux de la France. Donc en gros, qu'est-ce que trouve Macron quand il arrive il y a un an comme difficulté essentielle ? Et ceci amène à parler de nombreux sujets. Deuxièmement, je voudrais essayer de caractériser le macronisme. Est-ce qu'il y a une ligne théorique? Quel est l'objectif comment est-ce que ça s'organise, je dirais, d'un point de vue intellectuel? Et puis à revenir effectivement sur quelques critiques qu'on entend aujourd'hui, tu le mentionnais, par exemple la critique de l'absence du social dans les politiques, par exemple, vous avez vu le texte de mes 3 camarades, Guillaume, Pisani et Martin, il y a quelques jours. Voilà. Ça c'est mon point 2. Dans le point 3, je voudrais dire... Alors je sors du bureau de Bruno Le Maire, alors j'espère que je vais foutu la trouille avec mon point 3, donc je vais le refaire avec vous. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas, c'est-à-dire, quelle serait en fait une espèce de configuration d'échec du macronisme? Qu'est-ce qui pourrait échouer dans le macronisme, dont une certaine des choses qui ne sont pas, je dirais, liées directement à la qualité ou non des réformes, peut être liées à l'environnement. Tu mentionnais cela aussi. Et puis, je voudrais avoir un point sur l'Europe spécifique. Quels sont les problèmes de l'Europe? À nouveau, qu'est-ce qui est réaliste ou pas dans les propositions de Macron pour l'Europe? Comment est-ce qu'on peut envisager une évolution, en particulier de la position allemande sur l'Europe? Vous voyez peut-être ces jours-ci pas mal de textes qui viennent d'Allemagne, extraordinairement divers. Il y a eu une pétition d'économistes allemands dans la Frankfurter Allgemeine il y a une dizaine de jours, extrêmement, je dirais, hostile à toute évolution des institutions. Et puis le nouveau ministre des Finances semble avoir une position qui soit un peu plus positive. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Allemagne et qu'est-ce que tout ceci nous amènera? Et puis je m'arrêterai là. Je dirais peut-être un petit mot de l'Italie pour illustrer aussi, qui est quand même un sujet
Voilà. Belle, oui. Alors, problèmes centraux de la France, je crois, là, ce que je vais dire là, il me semble, correspond quand même relativement à un assez grand consensus dans le monde des économistes, qu'on a 4 problèmes essentiels, qui sont d'ailleurs dans certains cas évidemment liés entre eux. Le premier, parce que je crois que c'est le plus important, c'est le problème de compétence de la population active. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent débattu, c'est un peu aussi gênant peut-être de débattre cela. Quand vous regardez les différentes enquêtes internationales disponibles, vous voyez que la France a le niveau de compétence, parmi les niveaux de compétence de la population active les plus bas de tous les pays qui sont suivis par ces enquêtes. Et ceci est encore plus le cas pour les Français peu diplômés. Le niveau de compétence des peu diplômés est très très en bas de l'échelle, et donc on est extrêmement loin des pays d'Europe du Nord, de l'Allemagne, des États-Unis ou des pays d'Asie sur le niveau de compétence de la population. Alors les travaux académiques sur ce sujet ont l'air de dire, de façon qui me paraît relativement convaincante, que des compétences faibles de la population active sont associées, et je vais y revenir dans un instant, à un problème de modernisation des entreprises, sont associés à la faiblesse des gains de productivité, sont associés à un taux d'emploi faible, c'est-à-dire un taux de chômage structurel élevé, et sont associés à un problème de commerce extérieur. Et que donc ça tire beaucoup d'autres ficelles. Il y aurait une causalité qui est cohérente avec les chiffres. À nouveau, il faut toujours se méfier des causalités. Enfin, ce qui semble être cohérent avec les chiffres, c'est de dire que dans les pays où les compétences de la population active sont faibles, les entreprises n'osent pas investir en équipements sophistiqués, donc on prend du retard dans la modernisation du capital, et donc on dégrade la compétitivité du pays, et ceci a des effets après sur la productivité et le commerce extérieur. Donc ce problème de compétences me paraît très grave, et effectivement, j'y reviendrai. Le deuxième sujet qui est lié, donc on vient de le dire, mais qui me paraît très important aussi, c'est qu'il y a un vrai problème de sous-modernisation du capital dans les entreprises françaises. Quels que soient les indicateurs que vous regardiez, vous trouvez que les entreprises françaises modernisent peu leur capital. Il y a la règle des boîtiers que j'aime bien. On a en France un nombre de robots dans les entreprises industrielles par salarié qui est la moitié du niveau de l'Allemagne, laquelle est elle-même la moitié du niveau de la Corée. Donc on est quand même extrêmement loin des pays les plus modernes. Quand vous regardez le niveau d'investissement en nouvelles technologies des entreprises, ce qui inclut les robots, les ordinateurs, les télécoms, etc., les logiciels, la France investit 0,6% du PIB en nouvelles technologies. La moyenne de la zone euro, hors France, c'est 1,5%. Donc on est à nettement moins de la moitié de ce que fait le reste de la zone euro. Et bien sûr, on est encore plus loin du Japon ou de la Corée ou des États-Unis. Alors, d'où vient ce problème de modernisation du capital ? C'est pas évident à savoir. Alors à nouveau, les travaux empiriques suggèrent qu'il est lié au problème de compétences. Et effectivement, moi je rencontre des chefs d'entreprise avec ma casquette de banquier qui me disent « j'ose pas acheter des robots parce que mes salariés ne sauraient pas s'en servir ». Donc la corrélation a l'air d'avoir un certain soubassement, mais il y a d'autres raisons. Jusqu'à une période récente, ça s'est corrigé, il y avait un problème de profitabilité des entreprises, qui aujourd'hui a été corrigé assez largement, mais... Et puis, il y a sans doute un problème de sociologie des entrepreneurs, quelque chose qui n'est pas souvent facile à évoquer. Donc je peux citer Geoffroy Roux de Bézieux, parce que c'est lui qui avait dit dans une conférence où j'étais, les patrons de PME sont des imbéciles, mais il y a sans doute, appelons ça, un certain conservatisme des entrepreneurs en France, qui fait qu'ils sont beaucoup moins incités que ceux d'autres pays à se moderniser, à exporter, à développer de nouveaux produits. Voilà. Enfin, il y a des causes multiples. Et alors là aussi, les travaux empiriques, alors là, qui sont très nombreux aussi, ils disent que quand on a un capital peu moderne, on a des normes de qualité des produits qui sont pas très bonnes, et donc on perd des parts de marché par rapport aux pays qui ont modernisé leur capital. Ça, c'est 2. Alors 3,
Je crois que c'est, et ça, je reviendrai dans une seconde en partant à mon point 2, je crois que ce que je vais dire là est assez central dans la pensée de Macron. Enfin, si on peut dire des choses comme ça, et si quelqu'un connaît la pensée de Macron, mais ça me paraît relativement central comme idée, qui est de dire et que un de nos problèmes centraux, donc le problème 3, mais qui est lié bien sûr au 1 et au 2, c'est que le taux d'emploi est très faible en France. Quand vous prenez les 15-64 ans, alors 15, ça devient un peu abusif de calculer le taux d'emploi, mais enfin c'est la pratique internationale. Donc il y a 65% des 15-64 ans en France qui ont un emploi, et on est à 75% en Allemagne ou en Suède, etc., ou au Royaume-Uni ou au Japon. Donc on est 10 points en dessous du standard international sur le taux d'emploi. Population totale, c'est-à-dire hommes et femmes. Oui. Alors après, la différence homme-femme est plus très grande. Non, évidemment, il y a comme tu sais, il y a deux endroits où c'est... Enfin, la France est surtout faible sur les plus de 55 ans, et encore plus maintenant les plus de 60 ans, puisque les plus de 55 ans, il y a comme sur les jeunes, et globalement sur les peu qualifiés. C'est sur ces trois segments-là qu'on a les écarts. Sur les 40-60 ans bien qualifiés, il n'y a pas beaucoup d'écart avec les autres pays. Hommes-femmes, non, c'est pas... c'est parce que les pays qui avaient des taux d'emploi... Alors, en plus, la France, là, serait plutôt dans le camp vertueux, quoi. Mais globalement, donc, on a 10 points de déficit d'emploi. Et quand vous regardez... Il y a eu un travail de l'OCDE, il y a 15 jours, qui a fait beaucoup de bruit, qui est assez intéressant, et j'avais écrit plein de choses sur ce sujet aussi, qui montre que la pauvreté en France est plus forte qu'en Allemagne. Alors, il y a une espèce de consensus en France qui s'était créé autour de l'idée que les déréglementations du marché du travail en Allemagne au début des années 2000 avaient fabriqué des travailleurs pauvres, et donc nous, on avait arbitré contre les travailleurs pauvres, et qu'on n'aimait pas le modèle allemand. Et en fait, les calculs de l'OCDE sont justes. Moi, j'ai refait plein de choses... Et on voit en fait en France, qui est assez impressionnant, qu'avant politique redistributive, les inégalités de revenus en France sont les plus élevées de l'OCDE. C'est plus élevé qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni, qu'en Allemagne, etc. Et qu'ensuite, il y a des politiques redistributives qui sont extrêmement puissantes, ce qui fait qu'après politique redistributive, les inégalités de revenus sont parmi les plus basses de l'OCDE. Mais que c'est dû aux politiques redistributives. L'économie française par elle-même fabrique d'énormes inégalités de revenus, pire que l'économie américaine. Alors ça devrait être plus souvent entendu dans le débat politique, et c'est quand même pas glorieux. Et d'où ça vient? Alors ça vient pas des riches. Vous savez que la part du pourcent, enfin le ratio Piketty, la part du pourcent des plus riches dans le revenu national en France, elle est de 6,5%, elle n'a pas bougé en 30 ans, et elle est parmi les plus basses de l'OCDE, ça vient des pauvres, quoi. Et les pauvres, c'est les 10 points de Français qui n'ont pas d'emploi. Donc la cause des inégalités de revenus avant redistribution en France élevée, c'est le taux d'emploi faible, qui fait qu'il y a plein de personnes qui sont sorties du marché du travail. Alors après, on est rentré dans des débats très techniques dans les calculs de l'OCDE qui sont faits sur les ménages. Parce que la critique de l'OCDE était de dire, mais en fait, on s'aperçoit que la pauvreté en France, alors c'est souvent donc des gens sortis du marché du travail, et souvent des ménages où il y a un seul revenu, que ce soit des ménages monoparentaux ou biparentaux. Et en fait, on s'aperçoit en creusant qu'il y a beaucoup moins de ménages ayant un seul revenu en Allemagne, grâce justement au fait que le taux d'emploi est plus élevé. Donc dans la plupart des couples, il y a 2 revenus, beaucoup plus souvent qu'en France, et que la pauvreté est souvent concentrée dans des ménages où il y a un seul revenu. Donc tout ça pour dire que on a... Alors quel est le cercle vicieux, à mon avis, que Macron a à l'esprit? C'est taux d'emploi faible, inégalité forte, donc politique redistributive nécessairement très importante, mais le financement de ces politiques redistributives fait monter la pression fiscale, en particulier la pression fiscale sur les entreprises, et cette pression fiscale élevée sur les entreprises détruit de l'emploi. Donc on boucle, le financement de la redistribution détruit de l'emploi, ce qui aggrave les problèmes d'inégalité et nécessite de mettre encore plus de redistribution, etc. Alors on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, peut-être. Moi, j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, à nouveau, on ne peut jamais rien prouver, comme vous savez, en économie, vraiment. Mais quand même, tout ceci est très cohérent avec les faits observés. Quand même, qu'on ait cette espèce de dynamique perverse où
comme on a une pression fiscale sur les entreprises qui est considérablement plus élevée que dans les autres pays de l'OCDE, ceci est défavorable à l'emploi et renforce le problème de taux d'emploi faible et d'inégalité. Et alors 4, le dernier problème de la France, c'est ce qu'on peut appeler rente ou insider. Et ça, je crois que c'est aussi central dans la pensée de Macron, qui est de dire il y a des rentiers, des insiders, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des revenus qui ne correspondent pas à un effort particulier ou un talent particulier. Et sur le marché du travail en particulier, il y a des gens qui sont très protégés et qui voisinent avec des gens extrêmement peu protégés. Et les ajustements sont toujours faits aux dépens des gens très peu protégés. Alors vous savez que c'est juste vrai. Quand vous prenez le taux de chômage par niveau d'éducation en France, pour les Français ayant une éducation dite tertiaire, donc un diplôme universitaire, le taux de chômage il varie entre 4,5 et 5% entre les mauvaises et les bonnes années. Donc il n'est absolument pas cyclique. Quoi, je veux dire. Et donc si vous avez un diplôme universitaire, il ne faut vraiment pas de chance pour être chômeur. Quoi, je veux dire. Alors ça arrive, mais c'est... Et par contre, si vous prenez les Français avec une éducation juste primaire, donc le taux de chômage aujourd'hui, il est un peu au-dessus de 18%. Et il est extraordinairement cyclique. En 2007, il n'était que de 10%. Quoi. Donc on a quand même un marché du travail totalement dual, avec des individus protégés. Alors vous vous rappelez de vos études d'économie que les économistes avaient décidé d'appeler ça le marché d'insider, qui a cette caractéristique assez horrible, qui est quand ça va mal, il y a des personnes qui perdent leur emploi, et quand ça va bien, c'est ceux qui ont gardé leur emploi qui prennent le surplus en ayant des salaires plus élevés, et on ne ramène pas à l'emploi ceux qui ont perdu leur emploi. Donc une espèce d'effet de cliquet du taux de chômage qui monte quand ça va mal et qui ne baisse pas quand ça va bien, pendant que les salaires montent quand ça va bien. Quoi. Honnêtement, ce modèle, il s'applique assez bien à la France, quoi. Mais aussi à l'Italie, enfin on n'est pas tout seul. Quoi, hein, mais... Donc il me semble que voilà les 4 problèmes centraux de la France. Les compétences de la population active, qui sont à nouveau corrélés, ce n'est pas des problèmes indépendants, la modernisation du capital, le taux d'emploi faible, parce que ça entraîne, et les insiders. Bon, personne ne crie, donc je continue. Alors, après. Non, mais, si vous n'êtes vraiment pas d'accord, dites-moi. À nouveau, par rapport à la physique quantique, le problème de l'économie, c'est qu'on n'est pas d'accord. Bon, alors, on ne met pas à ce niveau-là l'endettement public de la France. Je vais en parler plus tard dans le risque d'échec, si vous voulez bien. Oui. Mais je pense que, oui, j'aurais pu en parler là, mais je l'ai mis dans mon point 3 sur qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Quoi. Alors, le macronisme, il me semble que le macronisme, il est très directement lié au point qui précède. À l'époque où on pouvait rencontrer Macron, parce que c'est devenu quand même plus compliqué, les conversations qu'on avait avec lui indiquent qu'il partage, il me semble, ce que je viens de dire sur les problèmes. Alors donc le macronisme, comment est-ce qu'on peut caractériser le macronisme ? C'est de dire, il faut redresser le taux d'emploi de la France. Donc les politiques doivent être organisées autour du redressement du taux d'emploi. Et donc, éducation, formation professionnelle, je ne vais pas vous raconter les politiques, vous les connaissez aussi bien que moi, apprentissage, une fiscalité des revenus du capital beaucoup plus favorable qui favorise la direction, le fait que l'épargne s'investisse en entreprise, des règles du marché du travail un peu plus favorables aux entreprises, et le schumpeterien. Je crois que Schumpeter est assez central dans la pensée de Macron, qu'il faut ouvrir les marchés, supprimer les rentes, permettre qu'on puisse créer son entreprise, rentrer dans les marchés, etc. D'où une certaine fascination d'ailleurs pour le monde des startups. C'est des gens qui rentrent dans les marchés avec de nouveaux produits. Fascination qu'il faut quand même relativiser. Juste un chiffre pour vous montrer que quand même c'est pas les startups l'essentiel. Aux États-Unis, quand vous prenez l'emploi dans les nouvelles technologies, en mettant tout dedans, les GAFA, toutes les startups technologiques, les biotech, c'est 3,5% des emplois, et en France, c'est 2,7%. Donc c'est moins qu'aux États-Unis, mais enfin on voit que c'est pas ça qui va résoudre le problème de chômage. Je dirais, c'est un tout petit bout. Donc il y a peut-être chez Macron une grande fascination pour le monde des startups. Donc vous savez en plus que 90% échouent avant un an.
Moi, je vais de temps en temps à Las Vegas. Ouais, si vous pouvez aller à Las Vegas voir la foire, c'est un truc formidable à voir, quoi. Il y a des types qui ont des idées incroyables, quoi. La fourchette qui refuse de rentrer dans votre bouche quand vous mangez trop vite, des trucs comme ça. Enfin, bon. Donc, tout ça n'est pas. C'est pas sûr que tout ça. Mais premier point quand même qui me semble essentiel dans le macronisme, c'est l'idée que l'ensemble des politiques doit être organisé autour de la création d'emplois. Que c'est la ligne directrice numéro 1. Donc il faut laisser des gens créer leur boîte en les aidant. Il faut enlever les barrières à l'entrée dans les marchés où il y a des barrières à l'entrée, enlever les monopoles dans les marchés où il y a des monopoles, faire une fiscalité favorable aux revenus du capital, réformer le système de formation professionnelle pour que les gens aient des compétences plus élevées, etc., etc., etc. Et que si on fait ça, on aura un taux d'emploi plus élevé et on sortira du cercle vicieux de tout à l'heure, parce que le taux d'emploi plus élevé permettra de baisser la pression fiscale sur les entreprises, donc favorisera aussi la création d'emplois, etc. Donc il me semble que c'est d'abord ça. Et qu'on peut expliquer la quasi-totalité des politiques mises en œuvre depuis un an par cet objectif de création d'emplois. Alors, deuxième... Et alors, voilà, non, mais donc voilà, c'est comme ça qu'il me semble qu'il faut comprendre le macronisme. À nouveau, avec quelques réserves, qui est qu'il y a des morceaux du macronisme qui peut-être sont un peu illusoires ou un peu sont plus du domaine du rêve. Alors, que faire là-dedans de l'argument Macron ne fait pas de politique sociale, il faut refaire des politiques sociales, c'est le président des riches, etc. Le problème, c'est que je pense que c'est plus un problème de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que profondément, le gouvernement veut créer des emplois et donc utilise ses marges de manœuvre pour faire des politiques favorables à l'emploi. Et comme il n'aime pas les insiders, n'a pas du tout l'intention de distribuer du pouvoir d'achat à ceux qui ont un emploi, c'est-à-dire les insiders. Et donc, il y a sans doute un malentendu dans la compréhension qui a été faite de cette politique par les Français, qui ont entendu, et je pense que Macron l'a dit, donc c'était sans doute c'est une vraie erreur de communication, qu'il allait redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Je pense qu'il n'a pas du tout l'intention de donner du pouvoir d'achat aux salariés, et encore moins aux retraités. Ma femme est la seule retraitée pro-Macron que je connaisse, mais je ne sais pas comment elle fait. Il me semble que l'idée, c'est d'utiliser toutes les marges de manœuvre en termes de budget, de surplus disponible, à mettre en place des politiques qui vont ramener à l'emploi des gens qui n'y sont pas et pas augmenter les revenus de ceux qui ont un emploi. Alors, sauf que les Français n'ont pas entendu ça. Ils ont attendu qu'il y aurait des gains de pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de gains de pouvoir d'achat et que donc on va continuer on l'avait vu, à mettre de l'argent dans la formation professionnelle, dans l'éducation, dans la baisse des cotisations sociales sur les plus bas salaires qui va commencer l'année prochaine, dans la baisse de la taxation des revenus du capital, etc., etc. Et que cet argent, évidemment, si les gains de productivité sont utilisés à faire ça, ils ne peuvent pas en même temps être utilisés à augmenter les salaires. Alors moi, j'ai une complète sympathie pour cette approche. Je pense qu'il faut sortir du modèle d'insider et je pense qu'il faut distribuer les gains de productivité aux salariés qui ont gardé leur emploi uniquement quand on est arrivé assez près du plein emploi. Et tant qu'on a 8,9% de taux de chômage, eh bien, je pense qu'il est plus raisonnable de consacrer les gains de productivité à financer, par exemple, des baisses d'impôts favorables à l'emploi que des hausses de salaire pour ceux qui ont un emploi. Sauf qu'à nouveau, je conçois que l'opinion n'ait pas entendu ça, et que le gouvernement n'est pas clair du tout sur cela. On n'a pas entendu le gouvernement dire à l'opinion, écoutez les gars, si vous avez un boulot, vous n'allez pas avoir de hausse de vos rémunérations, parce que les gains de productivité vont servir à financer des mesures qui financeront le retour à l'emploi de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc je conçois qu'il y a un problème de communication du gouvernement ou de la présidence là-dessus, mais je pense quand même que sortir de la logique des insiders où les gains de productivité en sortie de crise profitent à ceux qui ont eu la chance de garder leur emploi, c'est une bonne chose. Et ça aurait pu d'ailleurs être mis en avant comme objectif de solidarité nationale, que sans doute les Français auraient accepté. Tandis que là, il y a eu quand même une ambiguïté, il me semble, dans le discours, puisque dans la pratique, effectivement, on utilise les gains de productivité pour faciliter le retour à l'emploi,
Et dans le discours, on a dit aussi aux salariés qu'ils auraient des gains de pouvoir d'achat qu'ils n'auront pas. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gains de productivité. Oui. Et le problème, c'est la cohérence macronienne. Il faudrait qu'il y ait des moyens budgétaires pour la formation, la recherche, etc. Alors je suis à nouveau dans mon point 3, là. Donc, c'est toujours dans mon risque d'échec. C'est ce que la logique me paraît compréhensible, mais les moyens mis au service de cette logique. Alors c'est mon point 3, en disant, un de mes risques d'échec, c'est facile de baisser les impôts et de monter les dépenses, mais à un certain moment, il va falloir... voilà. Mais, voilà. Bon, et bien entendu, si on arrive à redresser le taux d'emploi, à monter les compétences de production active, on a plus de croissance. Donc je pense que le timing, et je y reviendrai dans mon point 3, le timing vu par Macron des réformes, hein, c'est on fait des réformes très vite, parce que ces réformes vont mettre du temps, mais qu'à un certain moment avant la fin du quinquennat, les gains de productivité seront plus rapides, parce qu'on aura augmenté les compétences de la population, favorisé l'investissement avec une fiscalité plus favorable sur l'entreprise, et donc la croissance potentielle de la France deviendra plus forte. Hein, et que donc, ceci permettra à ce moment-là de donner des gains de pouvoir d'achat ou d'améliorer les finances publiques. Vous l'évaluez à combien quand on se présente? Oh ben alors, moi, oui, enfin, de toute façon, je suis prêt à prendre l'estimation du Trésor français, qui est de 1,25% par an. Moi, je dis plutôt 1,1, mais on ne va pas s'entretuer pour un dixième. Et donc, disons, un gros 1 plus, quoi. Un 1 plus un petit peu. Mais l'idée est bien celle-là, que tout ça va redresser le taux d'emploi, ramener des gens à l'emploi, donc faire monter la croissance, le pic potentiel, quand même, puisqu'il y a des gens nouveaux qui vont pouvoir travailler, et que donc les recettes fiscales vont augmenter, la productivité va augmenter, et que dans quelques années, tout ira mieux. Alors, je passe à mon point 3, qui est, est-ce que ça peut échouer? Alors, il y a plein de sujets qu'on a un tout petit peu effleurés. Et qui peuvent faire échouer. Donc premièrement, est-ce que les réformes sont à la hauteur des problèmes? Par exemple, est-ce que la réforme de la formation professionnelle, c'est suffisant par rapport aux problèmes de compétences? Moi, j'aime bien cette réforme. Alors je suis un peu biaisé parce que je suis dans un petit groupe avec Muriel Pénicaud où on travaille là-dessus, et donc j'ai tendance à bien aimer Muriel Pénicaud, mais il me semble que le principe de cette réforme est bon, hein, qui consiste à dire on va quand même, avoir une évaluation qui essaie de sortir des conflits d'intérêts, de la qualité des formations, et on va réserver l'argent public aux formations qui sont qualifiées, qui sont certifiées, et 2, on va rediriger la formation professionnelle vers ceux qui en ont plus besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 12% de l'argent de la formation professionnelle qui sert aux chômeurs, hein, et que l'essentiel de l'argent de la formation professionnelle sert aux cadres des entreprises moyennes et grandes. Alors c'est pas mal de former les cadres, bon, ça dépend ensuite à quoi ils sont formés, mais ça serait mieux de mettre beaucoup plus d'argent quand même sur la formation de ceux qui en ont besoin. Donc la question c'est, est-ce que ce qui va être fait sur la formation, sur l'apprentissage, etc., bon, sur l'éducation nationale, on verra dans 25 ans, hein, parce que le découpage du CP, ça a l'air d'être quelque chose, les évaluations sont très bonnes, hein, enfin, évidemment, on n'est pas... Les gamins ont 6 ans, quoi, au CP. Mais la formation professionnelle, c'est des choses qui peuvent aller assez rapidement, enfin, avec des délais d'1 an, 18 mois, l'apprentissage aussi. Est-ce que ce qui est fait là, qui va dans la bonne direction, quand même, à nouveau, avec de l'évaluation, avec une redirection de l'argent vers les personnes qui en ont le plus besoin, est-ce que ça suffira à redresser suffisamment les compétences de la population? Alors vous savez que l'OCDE caractérise cette formidable population qu'on appelle les NEETs, hein, No Employment, No Education, No Training. Donc on a décidé d'appeler ça en France les jeunes déscolarisés sans formation et sans emploi. C'est 18% des jeunes de 15 à 29 ans. Hein. Et dans une tranche d'âge de 780 000, en gros, vous en avez 140 000 qui sont NEETs. C'est-à-dire qui quittent le collège ou le lycée sans aucune qualification d'aucune sorte, ni aucun diplôme. Et après, vous en remettez une couche de 140 000 sur les jeunes qui arrêtent la première année de licence sans aucun diplôme ni aucune qualification. Alors, est-ce que face à ce désastre, la réforme suffira?
cette réforme, elle va vraiment dans la bonne direction. Mais je veux dire, est-ce que c'est suffisant? Il y a quand même 15 milliards pour la formation professionnelle. Hein. Donc là, il y a pas mal d'argent, quoi. Mais est-ce que ça suffit compte tenu du désastre qu'on trouve aujourd'hui dans la qualification? C'est une première question. C'est de l'argent qui est déjà employé. Non, les 15 milliards, c'est de l'argent en plus hein, qui va être sur la formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée, les jeunes déscolarisés, etc., sur les publics les plus compliqués, les chômeurs très, très loin de l'emploi, etc. Deuxième sujet, et donc peut-être que ces réformes... Alors on a un précédent, il y a Renzi, hein, la grande réforme du marché du travail en Italie en 2014, hein, le Jobs Act. À l'époque, la communauté des économistes était extraordinairement positive sur le Jobs Act, et 4 ans après, on ne voit pas du tout les effets, quoi. Pourtant, c'était sur le papier une réforme intelligente, avec un nouveau contrat de travail, avec des activations progressives des droits, une grosse incitation fiscale. On a 11,5% de taux de chômage aujourd'hui en Italie, et on n'a pas vu un effet très favorable de cette réforme, mais j'y reviendrai. Deuxième sujet qui est... Est-ce que dans les mesures fiscales qui sont prises, tout était utile? Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez désarmant quand vous regardez les travaux empiriques sur la fiscalité, c'est que le seul résultat robuste, c'est que la baisse des cotisations sociales des entreprises crée de l'emploi. Ça, honnêtement, il faut être de très mauvaise foi pour le nier. Et même les dirigeants des syndicats, aujourd'hui, adhèrent tous à cette thèse, quoi. Je veux dire, donc il n'y a plus vraiment d'hostilité à cette thèse, mais on trouve rien pour les autres impôts. Et en particulier, la baisse des taux d'imposition sur les profits des entreprises, il n'y a aucune étude sérieuse académique qui montre que ça a quelque effet que ce soit sur l'emploi ou sur l'investissement. Le seul truc qu'on trouve, c'est que ça augmente les inégalités. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu concentrer les mesures fiscales? Alors, par contre, la taxation du capital à 30%, honnêtement, on ne sait pas l'évaluer, parce qu'il n'y a pas beaucoup... On part d'une situation qui était quand même totalement déviante par rapport aux autres pays. C'est qu'en France, par exemple, avant cette réforme, on taxait les dividendes à 75% au minimum, hein, et parfois plus. Et parfois, on a fait des calculs chez nous, chez des individus assez fortunés, en incluant l'ISF, payaient plus de 100% de taux d'imposition sur les dividendes. Donc, ce qui est évidemment très délirant, le 30 normalise. Hein. Donc ça, mais ça, on ne sait pas l'évaluer parce qu'il n'y a pas beaucoup. Par contre, sur les impôts, sur les grands impôts, ce qu'on sait, c'est que la seule baisse d'impôts qui vraiment, de façon assez certaine, crée des emplois, c'est la baisse des cotisations sociales des entreprises. Donc il y a une deuxième question qui est: est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre un énorme paquet là-dessus, hein, et à nouveau, tous les économistes de droite, de gauche ou du milieu semblent être d'accord sur... Parce qu'il y a plein de travaux, vous savez, les trucs qu'on fait maintenant en microéconométrie de panel, hein, où on regarde, etc. Bon, c'est assez convaincant, quoi. Voilà, donc c'est mon second point. Est-ce qu'on ne va pas finalement dépenser de l'argent public sur des baisses d'impôts qui sont peu efficaces et qu'on aurait pu utiliser cet argent sur des baisses d'impôts plus efficaces? Alors le troisième sujet, le troisième risque, c'est est-ce que tout ça ne va pas être emporté par le ralentissement de la croissance? Puisque finalement, on a eu 2,3% de taux de croissance cette année. La prévision officielle du gouvernement pour cette année, c'est 2, mais on ne fera pas 2. Hein, je pense qu'on fera 1,7, et que l'année prochaine, on fera moins. Alors, qu'est-ce qui est en train de manger la croissance? Le pétrole. On a l'air d'oublier que le prix du pétrole était à presque $80, alors qu'il était à $40 il y a un an. Ça mange presque un demi-point de croissance. Hein, et personne n'a l'air de mettre ça dans ses additions. Deuxièmement, alors c'est impossible à chiffrer, mais les entreprises en parlent beaucoup, l'espèce de climat d'incertitude assez général. Trump, le géopolitique, etc. Il y a un exemple, j'étais étonné de voir beaucoup d'entreprises qui me parlaient de Rusal, hein, vous savez, cette entreprise russe d'aluminium, hein, qui a été tuée par Trump en 10 secondes un matin, quoi. Hein. Genre, vous n'avez pas le droit d'acheter l'aluminium de Rusal. Donc Rusal a fait faillite, et tous ceux qui achetaient l'aluminium de Rusal ont fait faillite. Donc les gens disent, mais voilà, est-ce que ça peut arriver à une autre entreprise, hein, d'être tuée comme ça par Trump? Le risque protectionniste, enfin vous voyez, l'Iran, enfin il y a quand même pas mal de choses
qui peut-être auront un effet. Et puis troisièmement, il y a plein de pays où l'économie ralentit. Hein, c'est un peu vrai en Chine, c'est vrai dans les émergents, ça va être le cas aux États-Unis. Les États-Unis sont à 3,8% de taux de chômage, ils arrivent au plein emploi, donc le monde va ralentir, quoi. Et puis il y a un débat qui s'est lancé en France qui est extrêmement chaud sur la question des difficultés d'embauche des entreprises. Parce qu'on a 8,9% de taux de chômage, et on a une enquête qui est faite par la Commission européenne, et sur lesquels il y a des débats dont vous imaginez pas la violence, puisque cette enquête montre un niveau de difficulté d'embauche des entreprises qu'on n'a jamais eu dans le passé, et qu'on n'avait que quand le taux de chômage était en dessous de 7%. Alors il y a ceux qui disent « ça n'a pas d'importance, cette enquête elle vaut rien », l'OFCE par exemple, hein. Les entreprises disent qu'elles ont du mal à embaucher, mais à la fin elles arrivent à embaucher, donc c'est pas tellement grave. Et puis il y a ceux qui disent c'est quand même ennuyeux que les entreprises disent toutes qu'elles n'arrivent pas à embaucher, alors qu'on a encore presque 9% de chômage, et ça révèle le problème énorme de compétences, hein, des personnes qui sont encore au chômage aujourd'hui. Honnêtement, les gens de Pôle emploi ne sont pas rassurés, hein, et sont plutôt dans le deuxième camp, je dirais, ceux qui disent que c'est quand même, ça révèle un vrai problème de mismatch, quoi, je dirais, entre les compétences que voudraient les entreprises et ce qu'elles trouvent, et donc évidemment, ça peut aussi freiner la croissance. Donc, s'il y a moins de croissance, il y a deux problèmes. Il y a le problème italien, c'est que faire des réformes du marché du travail, en particulier quand il y a peu de croissance, ça ne sert pas à grand-chose. Les réformes du marché du travail, ça rend plus facile l'embauche quand les entreprises ont besoin d'embaucher. Ah, mais si les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher, c'est pas la peine d'avoir un marché du travail plus flexible, parce que de toute façon, les gens ne veulent pas embaucher. Bon. Et puis alors là je viens au point suivant, qui est comment tout ceci se boucle sur la situation des finances publiques de la France, hein, sur le quinquennat, qui est quand même une inquiétude qui n'a pas l'air d'être très partagée, parce que finalement on n'en parle pas tant que ça. Alors moi j'ai fait plein de calculs, mais comme je n'ai pas les capacités de calcul de la direction du Trésor, je les fais vérifier par l'administration, ou par les ministres, enfin bon. Et honnêtement, tout le monde est d'accord sur les chiffres. Sans nouvelle baisse des dépenses publiques, le déficit public de la France, et je prends les hypothèses de croissance du gouvernement, hein, serait voisin de 5% du PIB en 2021. Et si je prends mes hypothèses de croissance, c'est plutôt 6%. Hein. Et donc on retombe sur ses pieds, hein, du besoin de baisse des dépenses publiques. Alors vous savez que ce débat est absolument épouvantable parce que personne ne sait par rapport à quoi on donne les chiffres. Hein. Donc il faut te le dire précisément. Par rapport à la tendance à politique inchangée, qui est de l'ordre de la fourchette de 80 à 100 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques, et dans l'absolu, c'est le chiffre qui a été donné il y a quelques jours, hein, par la commission qui s'occupe de ça, d'une trentaine de milliards d'euros de baisse du niveau absolu des dépenses publiques, ce qui veut dire que la tendance à la politique inchangée, dans les 3 prochaines années, ça serait une hausse de l'ordre de 50 milliards d'euros, hein, sur 3 ans, vous voyez, ce qui fait 2 points, enfin, qui fait 2 points, quelque chose du PIB sur 3 ans, et qui correspond à la hausse tendancielle des dépenses publiques. Hein. Je n'ai pas bien compris le calcul. Le calcul, c'est que si on dit qu'il n'y a plus aucune mesure de politique économique aujourd'hui, sauf celles qui ont été définitivement annoncées. Donc je prends tout le calendrier sur la taxe d'habitation, l'IS, les cotisations sociales, etc., les EHPAD, je prends tout ce qui était annoncé, mais rien d'autre. Moi, je trouve qu'on serait entre 80 et 100 milliards au-dessus de la target, lequel objectif est un déficit structurel à 0,7 points du PIB à la fin du quinquennat. Hein. Et donc on serait de l'ordre de 4 points de PIB au-dessus de cet objectif. Et donc l'équivalent en baisse du niveau absolu de dépenses par rapport à aujourd'hui, c'est une trentaine de milliards. Ce qui est le chiffre qui a l'air de venir des sources gouvernementales, hein, sur ce qui va être proposé comme baisse des dépenses. Donc ce débat est toujours très compliqué, puisqu'on cite des chiffres de baisse des dépenses publiques sans dire par rapport à quoi il y a une baisse, quoi, hein, et donc évidemment ça rend le débat très obscur, mais il faut donc faut faire ça soit dans l'absolu, soit par rapport à une trajectoire à politique inchangée. Parce qu'évidemment aujourd'hui on a beaucoup de baisses d'impôts. Vous connaissez la longue liste, hein, l'ISF, la taxe d'habitation, les cotisations sociales sur les plus bas salaires,
etc., etc. On a des hausses de dépenses, le militaire, les personnes âgées, l'agriculture, la formation, etc. Il y a les 50 milliards du fonds d'investissement dans les nouvelles technologies, etc. Et donc il manque 80, il manque de l'ordre de 4 points de PIB. Et donc moi j'ai une vraie question qui est comment on fait, quoi. Comment on baisse de 4 points de PIB les dépenses publiques par rapport à la tendance. Alors il y a plein de pays qui l'ont fait. Alors après c'est pareil, il faut aussi être très précis sur le vocabulaire qu'on utilise. Vous savez, on donne très souvent l'exemple canadien, suédois, danois du début des années 90. Ces pays n'ont pas baissé les dépenses publiques. Ils ont transféré au secteur privé des activités qui étaient faites par l'État avant. Donc c'est pas du tout la même chose que de baisser les dépenses publiques. Donc on a transformé des dépenses publiques en dépenses privées et des impôts en dépenses privées. Donc si vous rendez les universités privées, vous allez réduire, et puis que vous faites payer une tuition aux gamins, vous allez réduire les dépenses publiques et la pression fiscale, mais du point de vue de l'économie, vous n'avez strictement rien changé. Donc il faudra aussi faire, là, dans ce qui va être annoncé, la part de ce qui est vraiment des baisses de dépenses et qui est simplement du transfert au secteur privé d'activité, ce qui n'a de sens que si le secteur privé le fait mieux. Sinon, on est simplement dans la manipulation comptable, quoi. Donc honnêtement, moi, j'ai aucune idée de ce qui va être annoncé. Le Premier ministre va faire des annonces sans doute assez vite sur le programme de baisse des dépenses. Tous les ministres que je rencontre ou toutes les personnes qui sont autour de ce dossier me disent « Ne t'inquiète pas, nous respecterons les engagements budgétaires qui ont été déclarés à l'Europe, etc. » Donc je vous rappelle que c'est 0,7% de déficit public structurel, c'est-à-dire corrigé du cycle en 2021-2022. Et je ne sais pas comment ceci sera obtenu. Et honnêtement, c'est quand même pas évident, quoi, je veux dire. Alors, alors, à nouveau, il circule des trucs. Alors, si vous allez rentrer dans les antichambres, on va vous raconter toutes sortes d'horreurs. Donc, ce qui tient la corde aujourd'hui, c'est la hausse de la TVA. Sauf que la hausse de la TVA, je crois qu'il y a eu un engagement à ne pas monter les impôts. Donc, ensuite, voilà, il y a le débat sur les aides sociales, honnêtement. Mais si vous voulez, 4 points de PIB, c'est gros, quoi. Et donc, si vous regardez où est-ce que nous sommes très différents des autres pays européens de la zone euro, nous sommes très différents sur, la générosité du système de retraite publique. La France dépense 14 points de PIB sur la retraite publique, le reste de la zone euro 10. Donc les 4 points, on les trouve vite. Ensuite, le logement, mais là, ça commence à être corrigé. Le militaire, mais on espère que les autres vont aussi dépenser un peu plus dans le militaire. La famille, mais personne n'a vraiment envie de toucher ça. Et puis, voilà à peu près, quoi, je veux dire. Si on fait quelque chose de significatif sur le logement, ça aura un effet sur l'activité logement et sur l'emploi. Il y aura des éclats de vie, on peut pas... Mais ça, on l'a, puisque ça commence maintenant. Enfin, la réforme des aides personnalisées, le prêt à taux zéro, tout ça, les incitations fiscales, on a commencé à voir et les effets, ils sont négatifs, mais ils sont moins négatifs que ce que craignait la profession. C'est-à-dire que les professionnels avaient parlé d'une baisse de 20% des mises en chantier, maintenant ils parlent d'une baisse de 5% des mises en chantier. Donc ça a l'air d'être pas aussi... Mais de toute façon, le multiplicateur budgétaire, le multiplicateur budgétaire, vous savez, c'est l'effet sur la croissance d'une variation de déficit public. Alors, c'est un autre sujet où les économistes s'entretuent. Si vous prenez une évaluation qui est entre 0,5 et 1, probablement la vérité est à l'intérieur de votre évaluation. Et donc, si vous prenez le minimal, donc si vous enlevez 4 points de PIB de dépenses publiques, si le multiplicateur budgétaire est de 0,5, vous perdez 2 points de PIB. Mais à nouveau, si vous passez au secteur privé des dépenses publiques, vous perdez rien. Je veux dire, c'est juste ça s'appelait public, ça s'appelle privé, quoi. Mais à la fin, ça n'a aucun effet sur la macroéconomie, quoi. Sauf si le secteur privé gère mieux ou moins bien que le secteur public. Et alors là, on peut aussi s'entretuer. Prenez l'exemple de la santé privée, ça marche épouvantablement mal aux États-Unis, ça marche plutôt bien en Allemagne. Enfin donc voilà. Mais moi je pense que voilà. Donc si vous voulez faire le scénario totalement catastrophique, vous dites la croissance va ralentir parce qu'on est en fin de cycle d'expansion, qu'on a les problèmes dont je parlais avant. Donc la situation des finances publiques, elle va être encore plus mauvaise que celle qu'on croit avoir aujourd'hui. Et puis, donc, le besoin de réduction des dépenses publiques, il devient tout à fait considérable.
Alors vous rencontrez aussi des gens qui vous disent qu'on ne va pas corriger le déficit public d'ailleurs, hein, et que ça poserait aucun problème d'avoir 5 points de PIB de déficit public. Alors je cite le président de l'OFCE, on n'a jamais vu une crise financière venir de la dette publique, les crises financières viennent toujours de la dette des ménages. Alors il n'a pas tort sur ce point, hein, les crises financières venant de la dette publique, enfin, je veux dire, il y en a, mais enfin c'est rarissime, l'essentiel des crises c'est l'endettement immobilier, ce genre de choses, sauf que je ne vois absolument pas comment le gouvernement français pourrait justifier vis-à-vis de l'Europe ou de l'Allemagne d'avoir 5 points de PIB de déficit, ou même 4 quoi, de déficit public à la fin du quinquennat. Donc j'ai un point, alors mettons plein de points d'interrogation. Donc sur les risques d'échec, on a tout ça, quoi. Est-ce que les réformes sont à la hauteur? Est-ce qu'on a bien étudié l'efficacité des différentes réformes fiscales? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une perte de croissance par rapport à ce qui est anticipé aujourd'hui? Et quid du rééquilibrage des finances publiques, quoi, qui aujourd'hui n'est pas, dont on ne connaît pas les détails aujourd'hui. Alors, quatrième point, j'essaie de ne pas être trop long, l'Europe. Alors, là, je vais être beaucoup plus consensuel, je crois. Enfin, il y a à nouveau, c'est un des points sur lesquels la plupart des économistes ou des hommes politiques en France sont d'accord, quoi. Qui est de dire que dans l'état actuel des institutions européennes, nous allons vers de grandes difficultés qui sont essentiellement de 3 natures. Première nature, c'est que l'hétérogénéité des niveaux de vie continue à s'ouvrir entre les pays européens. Alors ça, c'est un truc qui me fascine depuis longtemps, j'ai fait un bouquin là-dessus, et que personne n'avait compris. C'est quand même assez étonnant de voir l'incompréhension de ces phénomènes par la plupart des décideurs européens jusqu'à une période récente. J'aurais cité Jean-Claude Trichet, donc, qui en plus s'est cassé le col du fémur, donc on ne peut quand même pas lui en vouloir, mais Jean-Claude Trichet a écrit, hein, du moment qu'on a la même monnaie, nos économies vont devenir semblables. Bon, et alors, la citation qui permet d'avoir la licence de sciences économiques, c'est quand on rentre dans une union monétaire, nos économies vont devenir plus dissemblables. Hein. Donc, référence centrale là-dessus, Paul Krugman, 1992, hein, un texte dont je vous recommande la lecture, hein, qui s'appelle Lessons of Massachusetts for Europe, où tout est écrit. C'est-à-dire que quand vous avez la même monnaie, il n'y a plus de risque de change. Quand il n'y a plus de risque de change, les pays peuvent se spécialiser. Hein, exemple pour illustrer ça, tant que le Portugal avait l'escudo, on ne pouvait pas fabriquer en Allemagne des voitures qu'on vendait aux Portugais, parce que si l'escudo se dépréciait, eh ben, ces voitures étaient invendables. Donc il fallait construire les voitures au Portugal. Et le jour où le Portugal a l'escudo, on peut construire en Allemagne des voitures pour les Portugais, ce que d'ailleurs on fait. Hein, donc toute la production automobile du Portugal a disparu. Et donc l'unification monétaire per se fabrique l'hétérogénéité de revenus. Et cette hétérogénéité de revenus, elle est absolument mortelle, hein, puisque ça pousse les pays qui deviennent plus pauvres au populisme, en disant, ou au rejet de l'Europe, en disant c'est quoi cette organisation où je deviens de plus en plus pauvre, et ça pousse les pays plus riches, qui sont de plus en plus riches, à rejeter toute forme de solidarité, en disant je suis très riche et les autres sont très pauvres, la solidarité ça coûterait très cher, quoi. C'est typiquement le réflexe hollandais ou autrichien aujourd'hui. Et donc, on sait qu'il faut corriger l'hétérogénéité de revenus par le fédéralisme. Le papier de Krugman, il y a 25 ans, consistait à dire, et aux États-Unis, où pourtant il y a un énorme fédéralisme, le revenu par habitant est 2 fois plus élevé au Massachusetts que dans le Middle West. Et donc vous allez voir ce que vous allez voir sans fédéralisme, quoi. Et voilà. Donc première question, est-ce qu'on va pouvoir évoluer vers du fédéralisme, c'est-à-dire d'une forme de solidarité qui réduit les inégalités de revenus entre les pays, alors que spontanément, elles ont tendance à s'écarter. Deuxième problème institutionnel de la zone euro, les ajustements sont aujourd'hui toujours à la charge du pays en difficulté. Alors c'est une vieille tradition européenne, hein, vous vous rappelez tous le système monétaire européen et sa mort en 1992-93. Sa mort, c'était que dans le fonctionnement du système monétaire européen, le pays dont la monnaie se dépréciait devait empêcher sa monnaie de se déprécier, et le pays dont la monnaie s'appréciait n'était pas forcé du tout d'empêcher sa monnaie de s'apprécier. Donc la charge de l'ajustement était sur le pays en difficulté. C'est pareil aujourd'hui, hein, quand les pays ont des problèmes de compétitivité,
eh ben, les pays qui ont un problème de compétitivité doivent baisser leurs salaires, et les pays dont la compétitivité est bonne n'ont pas à augmenter les leurs, quoi, hein. Donc on a toujours un système qui est asymétrique où l'ajustement pèse sur les pays en difficulté. Quand vous faites peser l'ajustement sur les pays en difficulté, ils sont encore plus en difficulté, hein, et vous fabriquez la Grèce, le Portugal, etc. Donc il faudrait un système beaucoup plus symétrique, hein. Et puis troisième problème que vous connaissez tous, c'est qu'il n'y a aucune mutualisation du risque souverain. Hein, la zone euro est une zone où il y a des dettes publiques qui sont très différentes, hein, elles ne sont pas du tout mutualisées, et donc il y a des crises financières qui sont des crises spéculatives sur certaines dettes. S'il y avait une dette de la zone euro, il n'y aurait jamais plus de crise spéculative, hein, puisque la zone euro est extraordinairement solvable, et puis c'est très gros, voilà. Mais tant qu'on a de la dette italienne ou portugaise, etc., on aura des crises spéculatives. Donc, quand Macron fait son programme européen, et je pense qu'il comprend tout ça, et donc il dit il faut résoudre tous ces problèmes, donc il faut un budget de la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro, des ressources dédiées et des obligations, des eurobonds, hein, des obligations de la zone euro. Donc on met du fédéralisme et on met de la solidarité entre les dettes, hein, on mutualise une partie des dettes. Voilà. Et puis il faut avancer sur tous les dossiers qui sont arrêtés à mi-chemin. Vous savez qu'il n'y a pas de FMI européen, donc si un pays a un problème avec sa dette, personne ne vient l'aider, sauf à rentrer dans des procédures, ça s'appelle l'OMT, où ce pays est mis sous tutelle, quoi. Deux, qu'on n'a pas, par exemple, d'assurance des dépôts des banques qui soient européennes, et donc ça pose des problèmes horribles. Par exemple, BNP Paribas, c'est une banque française. Sauf que la taille du bilan de BNP Paribas, de mémoire, c'est 4 fois le PIB de la France. Donc évidemment, le problème d'une crise de BNP Paribas ne pourrait se traiter que si ça était une banque européenne rapportée au PIB de l'Europe, quoi, etc. Donc Macron dit il faut un budget européen, il faut du fédéralisme, il faut un ministre des Finances européen, il faut des projets communs, il faut un financement de ce budget par l'impôt et par la dette qui soit commun, etc. Et alors ce truc-là est complètement inacceptable aujourd'hui en Europe du Nord. Vous avez peut-être vu le texte qui était des pays d'Europe du Nord, hein, il y avait les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, la Belgique, etc., qui disent « nous vivons jamais ». Quelle est la vue? Alors c'est intéressant comme débat. Quelle est la vue? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, si vous prenez la question des crises des dettes, des crises des dettes publiques? Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir des crises des dettes publiques? Il y a deux modèles, en fait. Il y a un modèle où vous mettez vous fusionnez une partie des dettes pour faire une dette commune et vous créez un FMI européen qui soutient un pays qui est en difficulté et dont la dette est attaquée. Et puis il y a le modèle autrichien, qui dit rien du tout de tout ça. Il faut des règles extrêmement strictes budgétaires qui fassent que les pays sont tellement solvables qu'il ne peut pas y avoir de crise de la dette. Voilà. Et donc vous avez vraiment le choix entre les deux modèles. Donc l'Europe du Nord, elle est dans le deuxième modèle, en disant qu'il n'y a aucune solidarité, mais c'est pas grave, parce qu'il faut respecter les règles, et si on respecte les règles, malgré l'absence de solidarité, il n'y a pas de crise. Simplement la question, c'est comment vous faites respecter les règles, puis est-ce que c'est sûr d'ailleurs que même si on respecte les règles, il n'y a pas de crise, enfin voilà. Et puis alors le modèle de Macron, c'était un modèle très différent, où on mettait de la solidarité fiscale sur les dettes, etc., entre les banques. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on est revenu à la vieille pratique européenne, c'est que on ne peut faire que ce qui peut être présenté comme une avancée technique. Donc transformer l'ESM en FMI européen, si on fait ça de façon intelligente, on peut dire que ça change pas fondamentalement la nature de l'ESM. L'ESM, il émet des obligations avec une garantie des pays européens et il prête aux pays en difficulté si ces pays acceptent évidemment un programme de correction de leurs difficultés, etc. On l'a fait pour l'Espagne, pour la Grèce, pour l'Irlande, pour le Portugal. Bon, on formaliserait ça, mais bon, on peut. Il n'y a pas besoin de changer les traités, quoi. Je veux dire, il suffit de changer les statuts de l'ESM. Ça, honnêtement, c'est pas très coûteux de transformer l'ESM en FMI européen. Donc, sans doute, c'est une des choses qui est acceptable par les Allemands et par l'Europe du Nord. Après, l'assurance des dépôts. C'est un truc extrêmement important, c'est totalement rejeté, c'est assez étonnant, en particulier en Allemagne. Le truc est assez comme incroyable. En Allemagne, il y a 1200 banques, qui sont toutes plus pourries les unes que les autres. Il n'y en a pas une pour ça, elles sont toutes moribondes.
Deutsche Bank, c'est un zombie. Commerce, ils sont déjà morts. Enfin, regardez, les petites banques publiques, c'est un désastre absolu. Et quand vous allez en Allemagne, on vous explique qu'on va quand même pas faire une assurance européenne des dépôts où on subventionnerait les banques pourries du reste de l'Europe. C'est un truc incroyable. Alors que leurs 2200 banques sont toutes mortes, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de système bancaire en Allemagne. Mais et alors comme ils vont sans doute fusionner Deutsche et Commerce, vous voyez, fusionner deux zombies, vous voyez ce que ça fabrique après, quoi. Donc c'est un truc. Mais bon, c'est impossible. On peut même pas leur en parler. Par contre, il semblerait que le dossier, en gros, extension du plan Juncker, hein, avec un fonds européen d'investissement, avance un peu. Enfin, c'est du super Juncker, quoi. Je dirais, ça existe déjà. Le plan Juncker, c'est comme 80 milliards d'euros par an, quoi, de financement. Donc, on en ferait un peu plus, ce qui est pas mal. Mais enfin, voilà. Donc, on est au point où on peut gratter un peu quand ça a l'air d'être une avancée technique. Mais où dès que ça a l'air d'être une avancée politique avec de la solidarité, ça, c'est pas possible, quoi. Je dirais, c'est juste impossible. Et il va falloir rester comme ça. Alors, ce qui est assez perturbant finalement, j'arrête après, je veux dire deux choses, une chose sur l'Allemagne, une chose sur l'Italie, puis après il faut que nous débattions. D'abord, honnêtement, l'Allemagne ne va pas si bien que ça. L'Allemagne, elle a un système bancaire qui est absolument catastrophique, hein. Alors après, on nous explique que comme à la fin, l'État allemand fait le sauvetage de toutes les banques, parce qu'il est quand même extraordinaire, c'est ce que nous avons, nous, accepté de ne plus faire. Vous savez qu'il n'y a plus de bail-out des banques. Les Allemands disent non, et vous savez que les banques allemandes, à part la Deutsche et la Commerce, ne sont pas supervisées par la BCE. Hein. L'argument étant, de toute façon, l'État les sauvera, donc c'est pas la peine qu'elles soient supervisées. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on ait accepté un truc comme ça, enfin bon... et sinon, l'Allemagne empêchait que la BCE soit le superviseur unique des banques. Donc, et le modèle économique de l'Allemagne, il est quand même relativement, il me semble, dangereux. Moi, j'appelle ça le mercantilisme anti-européen. Si on veut faire des copains allemands, c'est un modèle mercantiliste au sens traditionnel. Hein, c'est beaucoup d'épargne, accumulation d'actifs extérieurs et économie qui fonctionne avec une demande intérieure faible grâce aux excédents extérieurs et une croissance rapide des exportations, et anti-européen, parce que vous savez que depuis 10 ans, l'Allemagne ne prête plus son épargne aux autres pays européens, mais elle la prête au monde entier hors Europe. Hein. Donc c'est du mercantilisme anti-européen. Ça va quand même aujourd'hui poser deux problèmes. C'est que quand les excédents extérieurs de l'Allemagne étaient vis-à-vis des autres Européens, comme l'Allemagne recyclait après par des prêts, des investissements, personne ne se plaignait. Aujourd'hui, les excédents de l'Allemagne, ils sont aux États-Unis, et Trump veut la peau des excédents de l'Allemagne. Donc les Allemands sont assez mal avisés d'être allés mettre leurs excédents vis-à-vis des États-Unis et pas vis-à-vis du reste de l'Europe. Et puis deux, comme ils refusent de prêter leur épargne au reste de l'Europe, ça pénalise la croissance européenne, alors qu'ils vont avoir besoin de croissance européenne si le commerce mondial devient plus faible et que ça devient plus compliqué d'exporter dans le reste du monde. Ils seraient très contents d'avoir un marché européen très dynamique. Or, ils l'ont tué en refusant de prêter leur épargne pour financer les investissements dans le reste de l'Europe. Donc il y a une espèce de stratégie totalement suicidaire de l'Allemagne. Simplement, vous ne les en faites pas dévier, quoi. Je veux dire, donc si, je sais pas, vous avez sans doute lu le communiqué des 140 profs d'économie allemands dans la Frankfurter, dans la FAZ, dans la Frankfurter Allgemeine, c'est vraiment... Mais allez, ça vaut la peine d'aller écouter un cours d'économie dans une université allemande. Hein. Nous, on appelle ça du lavage de cerveau, quoi. Un cours d'économie dans l'université. Alors, je ne parle pas des meilleurs profs dans l'université, mais en moyenne, ça consiste à expliquer que l'inflation, c'est pas bien, qu'il faut des règles budgétaires, qu'il faut que chacun soit maître chez soi, qu'il ne faut pas de solidarité, mais des règles, etc. Donc, ils sont dans un moule, et ils ne comprennent pas que, pour eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de faire est extrêmement négatif, parce qu'ils vont se retrouver avec une économie européenne affaiblie, et Bush qui va foutre 30% de droits de douane sur les Porsche et Mercedes. Hein? Trump, je peux vous dire pourquoi, parce que j'ai passé toute ma matinée à travailler sur le protectionnisme acier de Bush pour faire un parallèle avec Trump. Donc comme j'ai passé toute ma matinée à... qui est un truc assez sympa. Peut dire les républicains sont protectionnistes en général. Non, parce qu'Obama avait mis aussi des tarifs. Oui, mais Obama aussi a mis des droits de douane. Des droits de douane sur les pneus. Mais Bush les avait enlevés au bout de 13 mois en remarquant qu'on importait toujours autant d'acier, juste on le payait plus cher, quoi, je dirais. Donc ce que Trump verra aussi dans 13 mois. Bon. Donc voilà, donc moi j'ai une grosse incompréhension. Enfin, je comprends bien d'un point de vue sociologique et politique, mais j'ai une grosse incompréhension comme économiste de ce que les Allemands cherchent. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour eux, quoi, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis mon dernier point, c'est l'Italie. Dans l'Italie, évidemment, il y a un bout qui vient de l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement,
si on avait une dette européenne, une dette publique européenne, il n'y aurait pas d'attaque spéculative sur la dette publique de l'Italie. Mais quand même, l'Italie, ça révèle d'autres difficultés. C'est un pays, c'est des trucs assez effrayants. La productivité du travail en Italie est 5% plus basse aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Un truc qui fait... Et donc, alors, en France, elle est 15% plus élevée. C'est pas merveilleux. J'exagère, c'est presque 19. En Italie, elle est 5% plus basse. Quand vous n'avez aucun gain de productivité, les gros ennuis commencent. Dès que les salaires montent, la compétitivité se dégrade, les profits baissent, donc vous perdez des exports, vous n'arrivez pas à investir. Donc il y a un énorme cercle vicieux en Italie où, comme il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas de gain de productivité. Comme il n'y a pas de gain de productivité et que les salaires augmentent quand même un peu, les profits se sont cassés la figure. Comme les profits se sont cassés la figure, il n'y a pas d'investissement. Et en plus, il y a une crise bancaire qui fait qu'on ne peut même pas remplacer les profits par de la dette, par du crédit, puisque les banques continuent à réduire leur encours de crédit aux entreprises. Donc l'Italie, ça va extrêmement mal. Et honnêtement, la crise italienne, il y a une crise politique, mais il y a profondément une énorme crise économique structurelle. Et donc, on voit bien, sans aucun mécanisme aujourd'hui, où le reste de l'Europe viendrait aider l'Italie en quoi que ce soit qui soit important, quoi. Et ce qu'il faudrait en Italie, c'est des incitations fiscales à l'investissement pour que les entreprises puissent investir beaucoup plus, pour qu'elles remodernisent leur capital, que la productivité reparte. Mais il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire, puis qu'il n'y a pas de croissance et qu'il n'y a pas de gain de productivité. Donc il faudrait que l'Europe, en fait, finance des incitations fiscales pour les entreprises italiennes, truc qui est juste inconcevable aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc l'Italie, c'est un assez bon exemple parce que d'accord, il y a des causes domestiques au problème italien, mais on ne sait pas traiter la situation d'un pays qui va mal, et que du coup, ce pays ira mal à répétition, ça reviendra, quoi, je veux dire, quelle que soit la situation politique de l'Italie. Voilà, alors comme j'ai parlé 6h30, je vais peut-être faire une pause. Donc voilà, j'ai aucune conclusion à faire, parce que ça partait un peu dans tous les sens. On dit sur le risque hausse des taux d'intérêt. Oui, alors j'ai pas parlé du risque j'aurais pu parler du risque de la dette. Alors je sors un peu de mon sujet, mais alors il y a plein de gens, y compris Christine Lagarde la semaine dernière, qui disent attention, on a une énorme menace qui est la dette. Effectivement, le taux d'endettement total, quand on ajoute la dette publique et la dette privée, alors dans les pays de l'OCDE a un peu baissé par rapport à la situation de 2007, et par contre il a beaucoup augmenté dans les pays émergents. Et d'ailleurs, Lagarde parle plutôt des émergents. Sauf qu'on ne peut pas parler de la dette sans parler des taux. Aujourd'hui, dans la Terre entière, les taux d'intérêt sont considérablement plus bas que les taux de croissance, y compris dans les pays émergents. Et donc au niveau où sont aujourd'hui les taux d'intérêt, la dette n'est strictement pas un problème. Donc le vrai risque pour l'économie mondiale, ce serait une remontée des taux d'intérêt qui les ferait passer, par exemple, au-dessus des taux de croissance. Alors vous savez que c'est un seuil qui est extrêmement important. Tant que les taux d'intérêt sont en dessous des taux de croissance, normalement, il n'y a jamais de problème de solvabilité, puisque quand vous calculez le ratio entre la dette et le revenu, la dette augmente moins vite que le revenu, quoi. Donc même si vous ne faites rien, votre solvabilité s'améliore. Par contre, dès que les taux d'intérêt sont plus élevés que les taux de croissance, spontanément, les taux d'endettement explosent, quoi, je veux dire, puisque la dette augmente plus vite que les revenus. Donc le vrai danger pour l'économie mondiale, ce serait que les taux d'intérêt repassent au-dessus des taux de croissance. Alors on en est très très loin aujourd'hui. D'où est-ce que ça peut venir ? Est-ce que ça peut venir des banques centrales ? Honnêtement, c'est dur à imaginer, surtout qu'il y a très peu d'inflation, quoi. Donc l'idée que les banques centrales vont fabriquer une situation où les taux d'intérêt vont passer au-dessus des taux de croissance, moi honnêtement, j'y crois pas. Je pense qu'ils sont très prudents, qu'ils sont tous des... Et donc, la vraie menace, c'est le pétrole. Il ne faudrait pas que le pétrole devienne extraordinairement cher, que ça fasse monter l'inflation, que les taux d'intérêt suivent et que du coup on ait une crise de la dette. Et honnêtement, hors matières premières, je ne vois pas trop... les inquiétudes sur la crise de la dette me paraissent assez exagérées dans un régime où toutes les banques centrales du monde semblent être d'accord pour maintenir des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Donc c'est un Allemand qui succède à M. Draghi. Oui, je ne suis pas sûr que le président ait un gros effet sur l'idéologie de l'institution, d'abord. Mais, oui, mais à nouveau, voilà, mais je suis d'accord. Alors, en gros, ça veut dire quoi ? Si on regarde la croissance de long terme de la zone euro,
Si on dit 1,3 en volume et 1,5 d'inflation, donc disons 3% de croissance nominale à long terme dans la zone euro, il ne faudrait pas que les taux d'intérêt passent au-dessus de 3%. Alors aujourd'hui, le Trésor français s'endette à 70 points de base, donc on en est quand même à des années-lumière. Et si les taux passaient au-dessus de 3%, la dette redeviendrait un vrai sujet. Ce que je propose,